consacré au dispositif territoire intelligent que la région Bourgogne-Franche-Comté vient d'adopter dans le cadre de son plan de relance. Merci à Christophe Boutet qui représente la filière qui dira naturellement un mot, et à Étienne Dugas, le président d'Infranum, qui dira le premier mot, s'il veut bien, après moi. En tout cas, c'est comme ça que nous l'avions envisagé. Moi, je ne serai pas très long sur ces propos d'introduction, simplement dire aux entrepreneurs qui sont à l'écoute, leur rappeler l'importance de l'engagement de la région BFC en matière numérique, et en particulier dans le cadre de ce qu'on appelle le plan d'accélération de l'investissement régional. Pour nous distinguer, on n'appelle pas ça plan de relance, mais enfin, c'est l'équivalent. 20 millions d'euros ont été votés par la région dans le domaine spécifique du numérique, 10 millions dans le cadre de l'appel à projet qui nous occupe plus spécifiquement aujourd'hui, 8 millions pour accompagner plutôt les plus petites collectivités, notamment autour de problématiques d'acquisition de matériel, et 2 millions d'euros sur des projets plus transversaux, spécifiquement régionaux. L'idée derrière tout ça, c'est réellement d'avoir une montée en puissance de la région BFC en matière numérique, dans une logique qui est construite depuis plusieurs années maintenant, qui est passée par l'adoption d'une stratégie régionale, de cohérence régionale, construite avec l'État, la Caisse des dépôts et tous les acteurs publics, mais aussi privés. Les consulaires, la filière ont été associés à la mise en œuvre l'élaboration de cette stratégie. Puis, après l'élaboration de cette stratégie, alors malgré l'impact de la crise Covid qui a bouleversé aussi nos calendriers d'acteurs publics, nous avons adopté une politique publique des usages numériques, parce que la conviction de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est que, alors je sais, je parle devant Étienne Dugas qui porte haut et fort le besoin en infra, et notamment toutes les questions autour des besoins humains pour accompagner le déploiement des infrastructures, mais d'un point de vue théorique, la question des infrastructures est réglée. Alors, en pratique, elle est loin de l'être, nous sommes bien d'accord. Mais d'un point de vue théorique, c'est-à-dire la volonté publique générale d'arriver à avoir du très haut débit dans tous les territoires, cette question n'est plus en débat. Le seul sujet, c'est quand, le plus vite possible, c'est le souhait de la région. La réalité est un peu plus difficile. Le déploiement porté par les départements ou leurs syndicats prend beaucoup plus de temps que ce qui était annoncé. Mais in fine, la question des infrastructures, elle est à ce stade globalement réglée dans son principe. Le sujet majeur, c'est celui des usages, de comment on bénéficie de cette arrivée du très haut débit, comment on en fait bénéficier des entreprises. Je ne parle pas là des entreprises spécifiquement du secteur, mais l'ensemble des acteurs économiques, et en particulier les petites et moyennes, et les TPE et les commerçants de ces nouvelles technologies. Comment on s'assure que les collectivités s'en emparent correctement, les déploient les bonnes, et comment on s'assure que les citoyens également s'emparent du sujet. Si les trois grands champs d'acteurs, l'économie, les collectivités, les pouvoirs publics et les citoyens, n'avancent pas sur un rythme coordonné, nous passerons à côté de multiples opportunités. Et l'ambition de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est clairement d'essayer de prendre de l'avance sur les autres régions, clairement, de sortir de l'image et la réalité qui est la nôtre d'une région très forte en industrie, très forte en matière patrimoniale, en matière alimentaire, d'agriculture, de produits locaux, que ce soit les vins, les fromages, enfin tout ce qui fait la spécificité et l'excellence de la Bourgogne-Franche-Comté de manière historique et traditionnelle, et qui doit continuer évidemment de faire sa force, ne peut pas occulter un véritable besoin et une envie que l'appropriation des usages des outils numériques soit plus forte dans cette région. C'est un défi essentiel. Voilà, d'où ces 20 millions d'euros dont l'objectif est qu'ils soient dépensés très vite.
On est dans un plan d'accélération de l'investissement, on l'a dit, donc il faut que ça soit dépensé très vite. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut confondre vitesse et précipitation et faire n'importe quoi, évidemment, nous serons vigilants sur l'utilisation, mais l'idée c'est qu'on a des projets qui sont montés dans les 6 mois qui viennent là, en réalité déposés avant la fin de l'année civile, et dont la réalisation ensuite concrète, elle pourra durer un peu plus longtemps, évidemment. Donc, nous voulons voir émerger de nouveaux services, de nouvelles offres, de nouvelles maîtrises, aussi bien par les citoyens que les collectivités, que les PME, TPE, qui ne sont pas des pure players, enfin, qui ne sont pas des acteurs de la filière. Donc, ce webinaire, j'ai déjà mangé le temps d'avance qu'on avait, je pense, a vocation à vous présenter plus en détail ce dispositif. Et nous le faisons naturellement avec Infranum et la filière et BFCNUM, à qui je passe la parole. Infranum d'abord, Étienne Dugas, si vous le voulez bien. Merci. Merci Patrick. Tout d'abord, je partage votre point de vue au cas d'espèce. Je précise bien que effectivement le déploiement est derrière nous sur un plan purement institutionnel et politique où je suis d'accord avec vous, tous les process sont sur les rails, à la fois financiers, à la fois industriels, même si on sait tous qu'il reste beaucoup à faire, notamment en prise raccordable et raccordée, et qu'il y a encore quelques cailloux dans nos chaussures. Je partage votre point de vue sur l'aspect politique du déploiement. Alors pourquoi Infranum s'associe à votre initiative, qui est unique pour l'instant en France et remarquable à ce titre? Tout simplement parce qu'il n'a échappé à personne que Infranum s'appelait FIRIP il y a encore quelques années, et que si on a passé le virage de FIRIP à Infranum, c'est bien parce que on anticipait, comme vous, le passage de l'infrastructure dans un premier temps physique à la virtualité de l'infrastructure, puis évidemment aux usages. Donc ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur l'ensemble de ces sujets. Donc, encore une fois, votre initiative est unique et on l'accompagne avec grand plaisir. Vous avez également sur votre territoire un projet phare et moteur qui est évidemment celui de Dijon. Hein. On ne peut pas occulter le projet dijonnais. Bien entendu que, comme vous, nous considérons, et c'est pour ça qu'on évite de parler de Smart City, on parle de territoire connecté et durable, qu'évidemment, ça ne doit pas se cantonner au centre urbain, ça doit évidemment irriguer l'ensemble des territoires, et que la façon dont vous avez décidé d'aborder ce projet nous semble chez Infranum à la fois pertinente et réellement très intelligent, puisque vous positionnez en tant que région comme quelque part faites l'amorçage pour l'ensemble des collectivités de votre territoire, et évidemment que la région est le bon échelon pour le faire, avec un État qui, pour l'instant, sur ce sujet-là, mais je laisserai Thomas Foppiani, qui dirige le groupe de travail du CSF Infrastructure Numérique sur les territoires connectés, évoquer la trame de ce qu'on espère être le futur grand plan des territoires connectés. C'est évident que la région, voilà, entre un État stratège sur ces sujets-là, encore une fois, pas pour l'instant vraiment présent, et des collectivités territoriales maîtres d'ouvrage à la manœuvre, la région est évidemment le bon échelon. Côté industriel, nous, ce qui nous importe, très clairement, c'est qu'on puisse standardiser, même si l'objectif n'est pas de faire la même chose partout, hein. Bien entendu que chaque territoire est unique. Néanmoins, vous comprenez bien que nous, industriels, on a besoin de business models avec des briques, de façon à pouvoir dupliquer, à pouvoir répliquer et à pouvoir offrir des services au meilleur coût et au meilleur prix. Puis je m'arrêterai là, sinon on pourrait évidemment pas en parler pendant des heures. Vous m'excuserez, j'avais prévenu que je ne ferais que l'introduction. Mon cher Patrick, je m'éclipserai assez vite. Merci, en tout cas c'était important que tu puisses apporter ce témoignage en introduction. Et nous travaillons, nous échangeons régulièrement avec la famille, mais c'est important que ces échanges perdurent. Je te remercie d'avoir souligné le caractère exceptionnel de l'engagement régional en la matière.
Donc, merci d'avoir été là. Tu restes aussi longtemps que tu peux et au plaisir. Ensuite, Christophe. Oui, merci Patrick. Moi, je vais être bref. Donc, c'est vrai qu'on est heureux au sein de BFC NUM de l'engagement de la région au service du numérique et notamment au travers de cet appel à projet. Et là, pour moi, il s'agit bien qu'on puisse être en capacité de co-construire finalement avec les petites et moyennes collectivités des nouveaux effets de levier de l'innovation pour le territoire et dans sa digitalisation au sens large, puisqu'il y a plusieurs aspects sur cet appel à projet. Et je suis convaincu, j'ai vu les participants, qu'on a un certain nombre de représentants d'entreprises qui sont aujourd'hui capables de proposer des leviers à la fois pour le territoire, pour aussi l'innovation au sein de l'entreprise. Et j'ai bien noté ce qu'a dit Étienne Dugas, finalement, standardiser et proposer des choses. Là, on a ce levier d'expérimentation qui est un levier pour notre territoire dans sa transformation, mais un levier global de transformation du territoire au sens large, parce que j'espère et je serai heureux que les initiatives qui pourront être financées au travers de ce dispositif puissent être dupliquées déjà à l'échelle régionale dans d'autres intercommunalités. Finalement, on va expérimenter, avoir différentes phases déployées et puis ensuite répliquées à l'échelle du territoire et sans doute demain à l'échelle du territoire français et en ce sens-là bénéficier à la croissance de nos entreprises et par effet de bord à nouveau de notre territoire. Donc c'est bien le sens et nous sommes très heureux de cet appel à projet et de ce dispositif territoire intelligent à l'échelle justement des petits et des moyens qui ont besoin d'autant plus de se structurer, qui ont parfois moins de moyens et les aider, les accompagner dans cette logique de comment on donne de l'intelligence territoriale au travers du numérique, en particulier sur les usages, puisque le sujet se règle sur les infras, mais c'est bien beau d'avoir des tuyaux, il faut avoir des choses à mettre dedans et au service des populations et au service des entreprises. Donc on attend la présentation plus globale et j'espère que de beaux projets naîtront de ce dispositif. Et j'en ai fini. Ah. On n'entend plus Patrick Molinoz. Oui, si, je suis là, mais j'ai des gros doigts et j'ai appuyé sur les deux boutons en même temps, pardon. Et on vient de faire monter sur scène Thomas Fopiani, le rapporteur du groupe de travail Smart Territoire du CSF Infrastructure Numérique et vice-président d'Infranum. S'il est là et s'il allume sa caméra, je lui passe la parole à l'instant. Alors, je sais pas si vous m'entendez déjà. Oui, on vous entend parfaitement. Bon, à défaut de me voir, vous pouvez m'entendre, j'en suis heureux. Je n'ai pas pu tester en amont la caméra. Il me semble, en tout cas, elle ne me semble pas autorisée à accéder. Peut-être c'est les pare-feux de notre configuration. Je m'en excuse en tout cas. Désolé de ne pas pouvoir être visuellement présent sur l'écran. Si jamais cela revient, j'espère que ça apportera. Moi, juste merci, monsieur le vice-président, messieurs les présidents, pour l'éclairage stratégique de cet appel à projet qui est effectivement, et je crois que vous l'avez soulevé, d'un nouveau genre et dans un cadre de lancement, un webinaire tel qu'on le partage aujourd'hui, qui est à mon sens totalement propice à faire émerger à la fois des nouveaux modes de coopération innovants et créateurs de richesses pour les territoires et j'en suis certain aussi généralisable ou en tout cas essaimmable plus largement sur le périmètre du territoire national. Peut-être pour ponctuer et très rapidement cette séquence introductive et laisser place, je crois, à l'essentiel qui est aujourd'hui les équipes qui portent cet appel à projet. Donc, je voulais justement, en qualité de vice-président d'Infranum, mais surtout de rapporteur de la commission territoire connecté du CSF, repositionner justement cette démarche dans le cadre des travaux beaucoup plus larges que l'on conduit au travers de la commission et du CSF. Pour rappel, l'objectif phare de la commission territoire connecté du CSF, qui est parfaitement aligné encore une fois avec la thématique du webinaire d'aujourd'hui, c'est exclusivement de faire contribuer à l'émergence de projets de territoire intelligent partout et globalement pour tous, à l'instar, et Étienne le rappelait, du plan France Très Haut Débit, qui avait vocation à ne pas être exclusif, mais elle est bien à disponibilité de tout le monde. Alors, pour ce faire, on a franchi une étape assez importante dans ce début d'année, puisque après, je dirais avoir travaillé, et j'y reviendrai rapidement sur le cadre de référence de ces territoires connectés, qui aspirent encore beaucoup de champs des possibles et qui a encore quelques éléments de labellisation, de normalisation qui doivent venir. On a en tout cas signé au travers de l'avenant au contrat de filière un appel à projet qui permet qui va permettre de dédier cette ambition d'émergence des territoires connectés sur le plan national, pour lequel on est en passe et en discussion avec la DGE
et l'ensemble des services de l'État pour pouvoir convenir du niveau de dotation initiale pour 2021 et plus généralement sur les prochaines années de ce que sera cet appel à projet. La démarche que l'on a amorcée, et en ce sens, je ressouligne à nouveau et merci à la région Bourgogne-Franche-Comté pour ce caractère un peu précurseur. La démarche est totalement similaire à celle de la région Bourgogne-Franche-Comté, puisque le modus operandi est bien de pouvoir apporter un cadre d'identification de ce qui peut être à impact sociétal et impact territorial, à la fois sur des pans économiques, de mobilité, de souveraineté économique, et puis évidemment tous les pans de l'économie qui sont portés par le plan de relance aujourd'hui. On a aujourd'hui une démarche qui se veut être à dimension nationale et généralisable, qui peut être duplicable et surtout ouverte en termes de technologies, donc pas exclusive, et qui permettent à la fois de pouvoir faire émerger une coopération, une participation dans ces appels à projets la plus large possible, collectivités, associations de collectivités, filières, et puis industriels de toute taille, qui sont essentiellement aujourd'hui adhérentes d'Infranum, mais plus largement qui peuvent contribuer à ces nouveaux enjeux des usages numériques. J'en faisais état, le cadre de référence est en passe d'être aussi normé ou en tout cas formalisé, tout autant que les modalités peut-être de lancement ou de généralisation d'un plan de beaucoup plus grande envergure, puisque fin d'année dernière, on a donc attribué avec le comité stratégique de filière et avec évidemment les services de l'État une étude PIPAM de filière, donc qui fait et qui a objet de faire total consensus auprès de l'ensemble des parties prenantes, industrielles d'une part, État de l'autre, qui sont les financeurs de cette étude, mais évidemment, et comme on l'a fait depuis le début de nos travaux, avec l'ensemble des associations de collectivités, donc de toutes celles qui, en tout cas, se sont prêtées à l'exercice de co-construction de ces travaux, comme on a pu le faire lors des ateliers des territoires connectés. Et donc l'objectif est d'être livré courant de cet été et qui permettra, on en est certain, de pouvoir fixer justement l'équilibre entre ce qui doit être normalisé, industrialisable, Étienne parlait de processer, et de l'autre côté, de ce qui doit rester totalement à façon et propriété de toutes les collectivités territoriales ou EPCI qui ont et auront des besoins à la fois à l'instant T, mais surtout dans son évolutivité différente. Et en tout cas, c'est dans ce cadre-là qu'on les opère. Donc, je soutiens la démarche et invite en tout cas à tous les industriels à regarder avec très grand intérêt la manière avec laquelle vont se dérouler ces appels à projets, puisqu'ils seront assurément un cadre de référence généralisé et des modes de fonctionnement que nous retrouverons tous industriels au fil de l'année, d'ici fin d'année, j'espère, sur d'autres territoires pour répondre à d'autres besoins. Voilà, merci à vous. Encore mes excuses pour petit problème de caméra, et je laisse les équipes de l'appel à projet nous présenter et nous dévoiler de quoi ils retournent. Merci, merci infiniment pour vos propos. Nous allons lancer la présentation désormais. Alors, le format, encore une fois, j'ai dit le format webinaire, il n'est pas le plus adapté à l'interaction. Néanmoins, vous avez la possibilité de poser des questions. Et il y en a peut-être déjà dans le chat. J'ai accès au chat. En rebond sur ce que le président d'Infranum disait en introduction, vous ne m'avez pas entendu le dire, mais je mène un combat sur l'utilisation des termes, parce que je pense que les mots ont un sens, et personnellement, je bannis l'utilisation smart, parce que je pense qu'elle cache malheureusement trop souvent une réalité inférieure à l'ambition qu'elle porte, c'est-à-dire qu'on anglicise pour se donner des airs de modernité, et en réalité, on ne participe pas du tout à la clarification du sujet. Et le sujet des territoires intelligents et des territoires connectés, en tout cas à notre conviction, il est loin d'être d'une grande clarté. Pour être simple, beaucoup de discours,
beaucoup de promesses un peu rapides, assez peu d'expériences fiables, fiabilisées et portées de manière générale. Alors, évidemment, le projet Homme-Dijon, non seulement il ne faut pas l'occulter, mais il faut le mettre en avant parce que c'est une manière parmi d'autres de porter un projet ambitieux de territoire intelligent. Il faut naturellement s'appuyer sur cette expérience, mais qui est une expérience urbaine, métropolitaine. Et l'ambition de la région BFC, c'est de transformer ce qui pourrait apparaître parfois comme un handicap en atout. Et très clairement, le caractère hyper rural de la BFC, 3700 collectivités, 95% en moins de 3500 habitants, et même si une partie non négligeable de la population est concentrée dans les trois grandes zones urbaines, la métropole de Dijon d'abord, Besançon et le Nord-Franche-Comté, il n'empêche que la réalité du quotidien des 2/3 des habitants de BFC est rurale, et que le déploiement et l'arrivée du très haut débit dans tous les territoires va d'abord être une révolution pour les territoires peu denses. Si le très haut débit réalise sa promesse un peu prométhéenne d'abolition de la distance et de l'espace et du temps, ça bénéficiera d'abord aux territoires les plus éloignés. Ça ouvre des perspectives considérables en termes d'organisation du travail, de localisation des entreprises, d'échanges professionnels, évidemment. Et donc, le territoire connecté, le territoire intelligent, c'est clairement un nouvel horizon, pour prendre un anglicisme de manière un peu provocante là, je dirais que c'est une forme de Far West à découvrir et sur lequel on doit faire émerger des éléments extrêmement concrets. Je ne sais pas si c'est une ruée vers l'or pour tout le monde, mais en tout cas, c'est certainement un avenir qui aujourd'hui n'est pas facilement appréhendable. Personne ne peut dire il n'existe pas sur étagère de définition et encore moins de déclinaison de ce qu'est un territoire intelligent. Donc, dans la volonté régionale de mobiliser ces 20 millions d'euros, il y a clairement l'idée qu'il faut que l'on progresse sur la définition et de manière opérationnelle de ce que sont ces territoires intelligents. Deux dimensions dans notre mobilisation. 8 millions sont positionnés, c'est le point 1 que vous voyez là sur la slide, sur la transformation numérique des collectivités. L'idée, c'est l'accompagnement des petites et des moyennes collectivités dans leur transformation numérique, j'y reviendrai. Et puis le deuxième appel à projet, c'est celui des territoires intelligents et durables, le plus structurant parce qu'il a sans doute vocation, enfin il a vocation pour nous, si on s'inscrit dans le temps de moyen long terme, hein, qui permettrait qu'on réfléchisse au-delà des contingences démocratiques et des renouvellements. On réfléchit à moyen long terme. Il s'agit clairement 10 millions d'euros ne vont pas épuiser le sujet des territoires intelligents à l'échelle de la région BFC. Ça n'est, entendez-le, à mes yeux et à nos yeux, qu'une manière d'appâter, de tester, en réalité, de tester grandeur nature ce que pourrait être des développements plus larges à l'avenir. Donc, on s'inscrit là dans la durée. Sur le fonds de transformation numérique des collectivités, le fonds de développement en question, les 8 millions d'euros, c'est la modernisation des outils informatiques, c'est l'accompagnement et l'encouragement à la transformation numérique. Je souligne quand même, je sais que je parle à un public d'entreprise et vous le savez sans aucun doute, le monde des collectivités est un peu comme le monde des TPE. Plus la collectivité est petite, plus sa maîtrise des outils et des enjeux numériques est, disons, perfectible. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 95% des collectivités de BFC, il n'y a pas d'ingénierie numérique, il n'y a pas d'informaticien, il n'y a pas de personne qui réfléchit l'avenir du territoire connecté. Je ne parle même pas d'informaticien au sens classique du terme, quelqu'un qui s'occupe de machines, de réseaux, de fonctionnement mécanique, entre guillemets, des outils. Je parle là de la dimension
usage. Il y a effectivement et heureusement quelques techniciens, ceux qui s'occupent des outils, des réseaux, de leur fonctionnement, mais il y a très très peu d'ingénierie qui va au-delà. L'idée, c'est donc d'avoir un environnement numérique qui soit à niveau, c'est promouvoir la mutualisation, parce que comme dans les petites collectivités, il y a très très peu de moyens humains et très peu de moyens financiers, on a intérêt à mutualiser. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux sur une communauté de communes, c'est-à-dire un ensemble qui regroupe des communes pour faire des choses en commun. Il n'est pas idiot de travailler à la mutualisation des outils numériques, à des réseaux spécifiques à ces structures, à de la mutualisation de logiciels, à des démarches communes d'acquisition et de changement de matériel. Il y a un enjeu qui est celui du développement de la culture de la donnée. Là, la route est raide et la pente est raide. La route est droite, mais la pente est raide, pardon. Mais c'est un enjeu majeur. Si nous ne réussissons pas à démontrer l'utilité qu'il y a à protéger, à valoriser, à bien gérer nos données dans une logique d'intérêt général pour ce qui concerne les données publiques des collectivités, nous passerons à côté d'un enjeu majeur pour l'avenir, parce que l'utilisation pertinente de la donnée, c'est une meilleure efficacité du service public, c'est une meilleure efficacité de la relation avec nos concitoyens ou avec les entreprises de la filière comme les autres. C'est le numérique éducatif, évidemment. La région a déjà beaucoup travaillé sur le sujet, notamment en développant une interface ENT, espace numérique de travail, en lien avec l'État, qui permet aux parents du niveau primaire jusqu'au lycée de disposer du même outil. Cet outil développé depuis 2 ans gagne en stabilité et en efficacité de mois en mois. C'est préparer les collectivités à son... Mais il gagne, pardon, en efficacité de mois en mois, mais il reste encore très sous-utilisé à l'échelle de l'école primaire. Il est très généralisé dans les lycées, puisque tous les lycées utilisent de toute façon un ENT, que ce soit celui-ci ou un autre, mais de plus en plus celui-là, qui s'appelle ECLA BFC. Les collèges en sont également de très grands utilisateurs. En revanche, l'échelon communal, l'échelon qui porte l'école primaire, est moins avancé. Donc, le développement de la culture numérique, ça passe aussi par le numérique à l'école, autour de l'environnement éducatif. C'est répondre aux citoyens, fluidifier la relation usagée. Ce que je viens de dire sur le numérique éducatif y est directement lié. Et puis, c'est préparer les collectivités à s'engager dans une démarche de territoire intelligent. Je le disais en introduction, la question du territoire intelligent ne peut pas se limiter au territoire urbain. La plus-value la plus importante pour la région BFC et région rurale, c'est clairement de s'emparer de ces questions du territoire intelligent pour ces territoires ruraux. Si nous réussissons ce virage-là, à côté des locomotives urbaines, nous emporterons la région vers un avenir bien plus heureux en termes de développement économique, de motivation et de réinvestissement dans les territoires. Le mouvement post-confinement de mars de l'an dernier et le mouvement encore actuel du fait des restrictions sanitaires amène à porter un regard nouveau et plutôt beaucoup plus positif sur la ruralité. Si on veut que ce mouvement s'amplifie et qu'une ruralité qui était plutôt en voie de désertification voit de nouvelles populations s'installer, il faut que ces populations aient les moyens numériques afférents. Donc l'enjeu, il est éminemment stratégique. La slide suivante, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas moi qui les maîtrise. Concrètement, sur ces 8 millions d'euros, nous avons 5 champs d'intervention. La mise à niveau de l'équipement et l'aménagement numérique pour les petites communes de moins de 1000 habitants, avec 2500 € de subvention. Ça va permettre de faciliter le renouvellement et la mise à niveau des équipements, à condition que la démarche soit portée, en tout cas pas portée, qu'elle soit
travailler à l'échelle des EPCI, c'est-à-dire qu'il faut que, mais ça c'est pas votre sujet, vous, entreprise, mais il faut que les renouvellements soient coordonnés à l'échelle des communautés de communes. Des subventions plus importantes là, avec un taux de 40% et un plafond de subvention de 30 000 € pour 3 axes. La modernisation de la gestion de la relation citoyenne, il manque un mot dans le PowerPoint, le développement de solutions numériques mutualisées et la mise en œuvre de solutions assurant la maîtrise et la sécurisation des données. La question de la sécurisation des données, sachez-le, au-delà de l'engagement régional, est une priorité nationale, une priorité de l'ANSSI, une priorité de l'Association des maires de France et une priorité c'est le ministère de l'ANCT, pardon, qui lance un appel à projet pour que des coordinations régionales soient engagées. Et la région Bourgogne-Franche-Comté répond à cet appel et en confiera la gestion, si nous sommes lauréats, au GIP Territoire Numérique BFC. Il y a en matière de sécurité et de souveraineté des données, pour nous, un enjeu là aussi éminemment stratégique. Il faut absolument que nous disposions des moyens d'assurer cette sécurité et cette souveraineté. Pour l'hébergement, des dispositifs privés existent sur le territoire, des dispositifs publics seront à développer. Pour les questions de sécurité, en lien avec l'ANSSI et le groupement qui peut s'appeler Cybermalveillance de tête, il y a un travail de qualification des acteurs privés pour identifier ceux qui sont les mieux à même d'apporter les réponses en termes de sécurité. Et puis le dernier axe, le 5e, équipement et aménagement numérique des écoles, là nous subventionnons 40% avec un maximum de 40 000 € pour les projets mutualisés à l'échelle des communautés de communes. Voilà pour les 8 millions d'euros. On passe à la slide suivante qui concerne l'appel à projet territoire intelligent. Je regarde si s'il y a des questions, je vais peut-être faire une pause et voir les questions. Alors, bonjour. Posez vos questions dans l'onglet questions. Alors non, je ne suis pas dans le bon. Pardon, j'étais dans le chat. Excusez-moi, je vais dans l'onglet questions. Avez-vous considéré que les autres moyens autres que la fibre optique pour apporter le bon débit et très haut débit sur votre territoire? Ce n'est pas le sujet, si je peux me permettre. Je réponds à Irina Rambello. Ce n'est pas le sujet du webinaire là. L'objectif, c'est d'atteindre le THG. Nous savons pertinemment qu'il y a d'autres choses et d'autres technologies. Nous en déployons d'ailleurs une qui va plus vite que... pas forcément plus vite en débit offert, hein, mais plus vite en déploiement pour les territoires très ruraux qui s'appelle AirCube, qui est une technologie hertzienne. On a été la première région de France et nous sommes la première région de France aujourd'hui, telle que l'ARCEP l'a publié récemment en matière d'accessibilité très haut débit hertzien. Il y a évidemment la solution satellitaire dans les zones extrêmement isolées. Il y a évidemment les solutions proposées par les opérateurs privés de 4G fixe. Il n'empêche qu'in fine et à terme, la fibre optique reste la meilleure technologie et la plus fiable. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est que le territoire arrive le plus rapidement possible à cette solution. Les questions de montée en débit qui ont pu être pratiquées ici ou là sont des solutions intermédiaires et d'attente qui sont acceptables dès lors qu'on n'est pas trop éloigné du point de raccordement. Est-ce que le fonds de transformation numérique des collectivités finance aussi bien investissement que fonctionnement? Nous finançons de l'investissement. Je réponds à Anita. Tanguy, avez-vous besoin de ressources et compétences pour accompagner ces collectivités? Les collectivités vont avoir besoin, effectivement, peuvent avoir besoin d'accompagnement. Alors, une des faiblesses du principe de la relance et de l'accélération, c'est qu'on veut que les choses aillent très vite et que le fait d'aller vite n'est pas toujours compatible avec le montage de projets qui naîtraient de rien aujourd'hui. Donc ça, on a bien conscience que c'est un écueil, mais on a aussi conscience du fait que les collectivités ne nous ont pas attendu
pour réfléchir à des projets de territoire intelligent. Et heureusement, un certain nombre d'entre elles avaient démarré des choses et donc vont atteindre un niveau de maturité leur permettant de déposer des dossiers avant la fin de l'année. Je ne doute pas qu'elles ont besoin, qu'elles peuvent avoir besoin sur telle ou telle thématique d'accompagnement. Alors, serez-vous en lien avec la NCT? Bon, la NCT, pour l'instant, pour moi, c'est l'Agence nationale de la communication plutôt que de la cohésion des territoires. Hein. Alors, ils communiquent beaucoup, ils font beaucoup d'appels à projets, en général trop souvent dans des pas de temps qui rendent très compliqué le fait de répondre aux appels à projets, mais évidemment, nous regardons ça avec beaucoup de bienveillance, mais en même temps beaucoup de vigilance, parce que je vous dis, il y a souvent un écart assez grand entre la communication qui est faite et la réalité de la mise en œuvre. Est-ce que l'on aura la présentation? On a répondu à ça. Quand vous parlez de standardisation, est-ce que c'est un rapport de modèle de données ou de matériel? Si j'ai utilisé le terme standardisation, je ne sais plus à quel moment, et en tout cas, il n'y a pas vocation pour la région à imposer un standard. Il y a en revanche, à travers ces appels à projets, et en particulier le second, l'idée de faire émerger des exemples. Après, on n'est pas dans une économie administrée, donc il faut aussi laisser à la fois aux prestataires, aux entreprises, le soin de proposer, d'innover, d'amener des solutions nouvelles, et puis aux utilisateurs finaux d'en mesurer la pertinence et l'efficacité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est à la fin, tout ça n'a de sens si on n'oublie pas que le numérique n'est qu'un moyen et pas une fin en soi. Il s'agit pas de. C'est pour ça qu'on ne va pas smartiser tout le territoire pour le plaisir d'avoir un logo smart. Nous, on veut parler dans l'idée du territoire intelligent. Je vous avoue que j'aime bien moi, territoire intelligent, territoire connecté. Dans l'idée du territoire intelligent, il y a l'idée de l'intelligence au sens large, pas simplement limitée à l'intelligence technologique ou à l'intelligence artificielle. Il y a aussi dans l'utilisation de ces termes cette notion-là. Donc je passe, ayant épuisé les questions, alors, pardon, comme Sophie me parle en même temps, je ne sais pas faire, je n'ai que deux oreilles. Il y a d'autres questions? J'ai d'autres questions. Ah ben, oui, ça monte dans l'autre sens, pardon. Je les lisais dans le mauvais sens, excusez-moi. J'avais commencé par la dernière, alors que je pensais avoir commencé par la première. Souhaitez-vous que les délégataires de RIP participent à la gouvernance du projet qui sera déployé, mise à disposition des KMZ, chiffrage des extensions, mise en place d'un POC? La question étant hyper technique, je ne saurais pas vous répondre à l'instant, mais dès lors que les acteurs privés ont des idées et peuvent apporter des éclairages, dès lors qu'on est après dans le respect des procédures de marché public, de transparence, etc., il n'y a pas d'opposition, évidemment, à ce que l'intelligence entrepreneuriale irrigue les projets, bien au contraire. La plateforme de formation Moodle a été intégrée dans l'espace ENT Éclat BFC. Elle n'est pas utilisée du fait de manque de formation des enseignants. Alors là, vous rentrez, Madame Leiterer, dans une question qui n'est pas dans mon champ de compétences. Alors, ce n'est pas pour botter en touche, hein, mais juste à lire le sujet, alors le manque de formation des enseignants, c'est un peu, enfin, la pratique que vous posez, elle est générale dès lors qu'un nouvel outil est mis en œuvre. Il est maîtrisé par ceux qui l'inventent et qui le déploient. Parfois, très souvent, il ne l'est pas spontanément par tous les utilisateurs. Donc, je poserai la question à mon collègue VP en charge des lycées qui suit cette question du numérique éducatif. J'aurais tendance à penser que, évidemment, les choses doivent être prévues. Sophie me gribouille un truc, dites-moi. Et puis, ça dépend, oui, c'est des questions qui dépendent du rectorat et pas de la région. Nous n'avons pas la main sur la formation des personnels de l'éducation nationale. Oui, Sophie, vous avez tout à fait raison de le dire. Mais comme c'est une construction commune avec l'État, nous ne manquerons pas de faire remonter cette question. Êtes-vous en lien avec les départements qui portent aussi des accompagnements de projets afin d'être complémentaires dans le développement numérique des territoires? Nous le sommes autant qu'il est possible et autant qu'ils le souhaitent. Donc il n'y a pas de sujet. On a construit la SCORAN, la stratégie de cohérence d'aménagement régional.
numérique avec les départements. Les choses ont été extrêmement constructives dans ces phases-là. Donc, je dirais que, très honnêtement, en dehors des périodes d'émotion que sont les périodes préélectorales, qui peuvent amener certains ou certaines à des postures, oui, moi je défends absolument qu'on doit être complémentaires. Maintenant, chacun dans ses champs de compétences, hein, et c'est là que parfois il y a il peut y avoir un peu de mou. Je reviendrai à la fin sur un projet régional qui se veut agrégatif. Et en tout cas, l'idée, c'est que la meilleure utilisation de l'argent public, c'est quand elle ne se fait pas concurrence à elle-même, cette utilisation. Donc oui, quand on le peut et quand il le souhaite, nous sommes toujours dans une logique partenariale avec les départements. D'ailleurs, on participe, on finance beaucoup leurs projets. Il leur arrive d'oublier de le dire, mais nous le faisons à la fois sur le déploiement du très haut débit, nous le faisons sur des connexions de sites d'intérêt économique lorsque la fibre n'est pas encore arrivée, ce qui est notamment beaucoup le cas en Haute-Saône. Nous le faisons dans le cadre d'appels à projets spécifiques, par exemple avec le département de la Côte d'Or, sur un projet qui a une dimension numérique connexe, celui de la nouvelle scénographie du musée au Parc Alésia. Nous finançons sur un projet de plusieurs millions d'euros. Je ne peux plus vous dire, j'ai plus tout à fait le chiffre en tête, mais à la fin, la participation du département se limite à, je crois, 5 ou 600 000 euros, alors que le projet doit être de 2 ou 3 millions d'euros en tout. Donc, entre l'argent de l'État et l'argent de la région, on est dans des mobilisations communes, même quand les projets sont sous maîtrise d'ouvrage d'autres collectivités. Alors, l'appel à projet de territoire intelligent et durable maintenant. Il nous reste 15 minutes, pardon, j'ai été bavard. Donc, l'objectif, c'est faire de la transformation numérique un vecteur. Il y a plusieurs objectifs stratégiques, hein, un vecteur de la transition écologique. Il faut qu'on associe absolument territoire intelligent et respect de l'environnement. Encore une fois, je vous disais, le numérique n'est pas une fin en soi, n'est qu'un moyen, et donc il faut définir les objectifs. En quoi le déploiement de solutions connectées et intelligentes va améliorer le quotidien individuel de nos concitoyens, mais aussi l'approche collective, sociétale. Il y a en matière écologique, de transition écologique, beaucoup d'enjeux dans le domaine de l'eau, par exemple, dans l'optimisation des déplacements, dans l'optimisation des dépenses énergétiques et des consommations énergétiques dans les bâtiments. Le numérique permet évidemment d'aborder ces points de manière très efficace. Faire émerger des projets transversaux à différentes échelles démographiques, ça c'est ce que je vous disais, région rurale, avec une immense majorité de petites collectivités et quelques grosses métropoles. Tous les niveaux de collectivité doivent pouvoir s'inscrire dans des démarches de territoire intelligent. Certains grands prestataires, parfois, vous expliquaient il n'y a encore pas longtemps que le territoire intelligent, c'est la gestion automatisée des feux de circulation. Quand vous êtes en Haute-Côte d'Or et qu'il y a 2 feux, un à Châtillon-sur-Seine et un à Montbard, vous vous dites que celui qui vous explique ça depuis son laboratoire à Paris a sans doute une vision très 7e arrondissement du sujet, ou ici les Moulinoesques en l'occurrence, du projet, et pas forcément de la réalité de ce que sont les territoires ruraux. Or, la question des feux, elle est importante en zone urbaine, la question des flux de circulation, de la sécurité, de la surveillance de la voirie, ce sont des sujets sans doute très prégnants en zone très dense, beaucoup moins en zone moins dense, mais on a donc nos propres problématiques. Je parlais de la gestion de l'eau précédemment, la question d'avoir des compteurs d'eau connectés et intelligents, c'est un moyen de mieux mailler, de mieux surveiller nos réseaux, d'éviter les fuites, et ça, il n'y a heureusement plus dans ce pays beaucoup d'habitations qui n'ont pas l'eau courante, donc c'est un sujet qui se retrouve partout. Améliorer la qualité des services rendus aux usagers, en créer de nouveaux, améliorer l'efficacité et l'efficience des services publics, accompagner au développement d'usages et accompagner les collectivités à se saisir de la donnée. Voilà les grands enjeux de cet appel à projet. Pardon, et quoi ? Thématique. Quoi, thématique ? La thématique.
Les thématiques, ah oui, mobilité et logistique, pardon, ça doit s'inscrire dans 4 thématiques: mobilité et logistique, énergie et environnement, gouvernance, citoyenneté, attractivité et développement économique du territoire. Oui, ça aurait pu être mis en 4 points. Il faut que 2 au moins de ces thématiques soient intégrées dans le projet territoire intelligent pour qu'on le considère comme réellement un projet transversal. S'il y en a 3 ou 4, c'est encore mieux. Mais il faut au moins qu'il y en ait 2. Le but de la manœuvre n'est pas juste de financer, je reviens sur mon exemple de l'eau, ça ne serait pas juste de financer l'installation de compteurs intelligents de compteurs d'eau intelligents. En soi, c'est un élément intéressant, mais ça doit être une brique d'un ensemble plus vaste et d'une compréhension plus vaste de la notion de territoire intelligent et connecté. Sont éligibles à peu près toutes les structures publiques possibles et imaginables, comme maître d'ouvrage, les communes bien sûr, mais on va jusqu'aux syndicats, aux PETR, aux parcs naturels régionaux, etc. On passe à la slide suivante. C'est une aide considérable de la région, puisqu'on parle jusqu'à 70% de subventions en fonction du niveau d'intégration du projet, et 500 000 €. Ça représente grosso modo un projet max pour avoir 70%, 500 000, de l'ordre de 720 000 €. Ce qui, alors après, ça peut être beaucoup plus, mais ce qui représente peu à l'échelle évidemment d'une métropole. Mais alors, combien on avait mis sur le dossier de la métropole de Dijon? 5 millions d'euros. Voilà, nous avons mis 5 millions d'euros régional, plus de l'argent européen pour accompagner le projet de Dijon. Donc, alors, bien sûr, investissement massif et une aide massive. C'est normal, on regarde la densité de population et l'importance du projet. Là, on est sur 500 000 €, mais 10 millions de tout, et sur des projets qui concernent des territoires qui vont de 5 à 20 000 habitants. 30 000 peut-être, un peu plus, mais on est en dessous en tout cas des agglomérations, donc on est en dessous de 50 000, non? On est sur tout là? On est sur tout. Oui, puisqu'on a exposé le projet notamment au Nord-Franche-Comté, qui a quelques intérêts dans la matière. Voilà, l'appel à projet est ouvert jusqu'au 31 décembre 2021. Les collectivités ont été sensibilisées, elles le seront encore. On aura une première sélection normalement à la fin du mois, une première revue de projet pour ceux qui auront pu apporter les éléments, et une seconde avant le 15 octobre. Alors après, mon souhait de moyen terme, c'est que cette affaire perdure après 2021, évidemment, mais il faut bien commencer quelque part. En pratique, comment ça se passe? On dépose un dossier avant le 30 avril, avant le 15 octobre, et avant le 31 décembre, on pourra... Ah, très bien, je vois que mon combat a fini par porter ses fruits, donc on pourra également déposer avant le 31 décembre, mais ça veut dire que ça ne sera examiné que courant janvier, début février, et ça permettra, le cas échéant, s'il reste des fonds après le 15 octobre, d'accueillir de nouveaux projets. Le but du jeu, c'est que l'argent soit utilisé et bien utilisé. Vous l'aurez compris, le but, c'est pas d'ouvrir une somme et puis de créer des conditions tellement restrictives de dépôt qu'à la fin, on ne l'aurait pas adopté. Parfois, on a le sentiment, avec certains appels à projets nationaux, que soit les trucs sont préparés d'avance, soit ils le font exprès. Nous, ce n'est pas le but, et je me suis vraiment battu pour qu'on puisse déposer les projets tout au long de l'année, ce qui n'était pas forcément évident, parce qu'en termes de gestion administrative pour la région, ça crée quelques complexités. Un dossier par projet, je ne vois pas ce que vous voulez dire par là, mais explique, soyez clair. On peut voter des dossiers après, un par un, en exécution derrière. Des dossiers de quoi? Des dossiers de subvention. La candidature, c'est la labellisation. Les dossiers, c'est le fonds. Bon, l'administration doit être en train de me dire que, si je comprends bien, et elle me corrigera, c'est qu'on a un projet global, on va dire à 1 million d'euros, qui se divise en 3 parties de 300 000, chaque partie de 330 000, chaque partie de 330 000 pourra faire l'objet de 3 instructions consécutives, ce qui permet à la collectivité de déposer un dossier qui est global dans les délais, même s'il n'est pas totalement affiné pour chacune de ces dimensions. Voilà. Ça, c'est aussi une souplesse.
Voilà, un territoire va dire j'ai un projet qui consiste à faire un GFU, une solution citoyenne et puis un truc spécifique sur la protection de l'environnement. En réalité, le truc spécifique sur la protection de l'environnement, on est juste au début de l'idée, on ne l'a pas chiffré, pas dimensionné. C'est pas grave, il est dimensionné à la grosse louche dans le projet. On a retenu le projet global avec les 3 dimensions. Cette partie environnementale, vous nous l'amènerez quand elle sera, alors évidemment, pas dans 10 ans. Il y aura des délais, mais les éléments pourront être amenés postérieurement. Donc voilà, on essaie de faire preuve de souplesse. La fin du dossier, et c'est ça qu'il faut avoir en tête, au plus tard en juin 2023, toute facture acquittée. Donc ça laisse 2 ans en réalité, mais comme c'est le cas sur la plupart des projets publics, pour arriver au bout du chemin. Comment est composée la commission? Quelle commission? C'est la commission permanente. Vous parlez de la commission permanente, c'est l'instance décisionnaire de la région. La région, elle décide de 2 manières. Elle décide soit en assemblée plénière, l'ensemble des conseillers régionaux qui votent, soit en commission permanente, une version réduite, avec la même proportion donnée à chaque groupe politique, de telle sorte que la décision réponde aux mêmes équilibres. Et ça permet de se réunir plus souvent et plus rapidement. La commission permanente se réunit tous les mois, alors que l'assemblée plénière se réunit grosso modo tous les 2 mois et demi, 3 mois. Voilà, c'est ça la différence. Avez-vous d'autres questions? Pour ma part, il est 15h moins 3. On avait dit qu'on finissait à 15h. S'il n'y a pas de questions, je vais vous donner un mot de conclusion. Alors d'abord, sur les dispositifs, si on les a votés, c'est pour qu'on s'en serve. Voilà. Donc faites-vous-en le relais auprès des collectivités pour lesquelles vous pouvez travailler. Si vous-même, en plus d'être acteur économique, vous êtes élu dans des collectivités, eh bien, ma foi, passez le mot. C'est le moment. Et puis voilà, parlez-en dans vos réseaux. La prise de conscience des enjeux numériques, elle passe par un discours porté par l'ensemble des acteurs. Et évidemment, le monde des entreprises est essentiel à cette réussite. Nous sommes accélérateurs, nous impulsons des dynamiques, en tout cas nous essayons. Et ensuite, leur mise en œuvre, elle dépend de la qualité du travail des entreprises qui déploient, qui offrent des services et qui proposent des solutions. Le FEDER pourra-t-il être mobilisé pour cofinancer les projets? Les voiles du FEDER sont parfois impénétrables. Sans doute oui, potentiellement oui, ça fait partie des priorités. Alors maintenant, au-delà de ma blague sur les voies du FEDER sont impénétrables, la Commission européenne, l'Union européenne ont fait du numérique un enjeu. Ça se regarde au cas par cas sur chaque dossier. Au niveau des dépenses éligibles, les dépenses d'AMO, prestations de services, sont-elles prises en charge? Ou ça dépend à quel stade du projet en réalité. Tout ce qui est préalable soit c'est inscrit en investissement, et à ce moment-là, oui, soit c'est dans dépenses, c'est inscrit en investissement, et les dates de paiement, etc., et d'engagement sont postérieures à l'accord par la région, sinon ça ne marche pas, évidemment. Dans ce cadre, oui. Si c'est du fonctionnement ou ce sont des dépenses qui ont été faites l'année dernière pour définir le cadre, évidemment, non. FSE, FEDER, même combat. Voilà. Si on a terminé, j'arrête de faire des E. Christophe est revenu à l'image. C'est peut-être qu'il veut dire quelque chose. Donc, je lui passe la parole. Non, je n'avais pas forcément prévu de dire quelque chose, mais je suis ravi en tout cas de cette présentation claire et qui est vraiment un beau levier à la fois pour les territoires dans leur transformation et aussi pour nos entreprises. Non, juste on m'a invité à revenir sur scène, donc je pouvais faire un numéro de claquette, mais c'était pas très opportun. Mais tu aurais pu rester sur scène tout le long, ça ne me dérangeait pas. Mais écoute, j'aurais fait un numéro de claquette en arrière-plan, ça aurait pas été extraordinaire. Non, mais en tout cas, merci et merci encore à la région pour donner aux entreprises et aux territoires de se transformer grâce à cette opportunité. Et on a bien compris, hein,
Tu nous as dit qu'elle était sur une période temporaire et que vous espériez pouvoir la maintenir dans le temps. Et je pense qu'on en serait très heureux et que c'est un levier potentiel à la fois pour nos territoires et nos entreprises qui est très, très intéressant. Et juste en 10 secondes sur la standardisation, c'est vraiment peut-être que des solutions, finalement, il y a un socle de base qui soit commun, qu'on puisse dupliquer selon les territoires, et qu'ensuite, il y a un niveau de personnalisation en fonction des besoins ou des intercommunalités. On sait grosso modo, souvent il y a un socle de base dans le matière numérique ou d'un service qu'on va déployer, notamment au service des usagers, et puis qu'il y a un niveau de personnalisation, notamment en fonction des spécificités de chacun des territoires. C'était plutôt dans ce sens-là, je pense, qu'était la question. Voilà. D'accord. Je partage l'analyse que tu en fais. En conclusion, vous dire que... non, ça va, je regardais, j'avais encore de l'énergie dans ma tablette. Vous dire que l'ambition de la région en matière numérique va se concrétiser d'une nouvelle manière à partir du 1er janvier 2022. Christophe le sait, puisqu'on a associé la filière, avec la création d'une agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle. C'est un projet que j'ai annoncé en octobre, que la majorité vient de valider définitivement en interne. Alors pour ceux qui ont des inquiétudes, parfois les entreprises s'inquiètent quand les collectivités déploient sans cesse de nouveaux outils. Ce n'est pas un outil de plus, c'est un outil à la place de... et c'est un outil plus puissant que celui dont on dispose aujourd'hui. Celui dont on dispose aujourd'hui, c'est le GIP Territoire Numérique BFC, qui travaille pour les collectivités et pour l'inclusion numérique. L'Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle, elle sera en fait un espèce de super GIP. On gardera d'ailleurs la structure juridique, l'actionnariat d'État, qui est important dans un dispositif de ce type. Simplement, cette agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle, elle continuera, elle renforcera son travail à destination des collectivités, elle déploiera la plateforme régionale de l'inclusion numérique, parce que si nos concitoyens ne développent pas, si on ne les accompagne pas à une meilleure utilisation, eh bien, tout ce qu'on peut leur proposer et tout ce que vos entreprises peuvent leur vendre comme solution demain sera moins puissant et moins efficace, évidemment. Donc la question de l'inclusion sera un enjeu, et l'enjeu économique sera évidemment le troisième pied de cette agence. Nous travaillons en très bonne intelligence avec Christophe, avec les représentants consulaires, avec l'agence économique régionale, pour que cette agence du numérique prenne son envol et soit une vraie plus-value pour le monde économique. Les entrepreneurs nous disent, en tout cas un certain nombre d'entre eux, pas tous, je ne les ai évidemment pas tous vus, mais l'importance pour eux que la région se dote d'un totem, d'un phare, d'un message extrêmement puissant sur l'intérêt que nous portons au numérique. Ça n'est pas qu'une question symbolique, mais c'est une question de visibilité. Je le disais au départ, on ne peut pas être que la région des Grands Crus de Nuit-Saint-Georges, de la Côte de Beaune, du Vin d'Arbois ou du Comté et des Poisses, des châteaux et de l'industrie automobile ou nucléaire. On doit aussi être la région de l'innovation technologique, de l'innovation numérique. Et pour ça, il faut qu'en tant qu'acteur public, nous puissions porter une connaissance et un message extrêmement fort. L'agence, elle aura vocation à se doter d'ingénierie puissante, de gens qui pourront parler avec les grands acteurs, avec les pure players, avec vous aussi, évidemment, directement, avec les ministères, avec les agences d'État, afin que notamment sur les grands choix stratégiques, ceux qui entraînent l'avenir, ceux qui peuvent permettre de tirer vers le haut tout un écosystème économique et social, afin qu'on ne soit pas à la traîne et derrière, mais bien aux avant-postes. Donc c'est un outil pour vous qu'on veut ainsi créer et concevoir. On y travaille. L'objectif, c'est, on y travaille depuis 6 mois. On est en phase d'analyse juridique de la structure qui va porter. On est en phase d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour bâtir l'architecture générale. Normalement, la naissance du bébé est prévue le 1er janvier 2022, et on essaye de faire les choses de manière suffisamment solide pour que, au cas improbable où des vents électoraux nous seraient défavorables, amènent d'autres acteurs, ils n'oublient pas l'importance du sujet numérique. Bon, évidemment, on préférerait et on continuera d'essayer de porter ça
nous-mêmes, mais on pense vraiment qu'il faut une mobilisation majeure et vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'acteur, vous êtes essentiel pour qu'on arrive à relever ce défi. Voilà, je vous remercie de l'heure que vous nous avez bien voulu nous consacrer. Nous n'avons que 5 minutes de retard sur l'horaire, ce qui est exceptionnel. Merci Christophe, merci s'il est parti néanmoins au président d'Infranum. Merci à vous toutes et vous tous. Je regarde s'il y a une dernière question. Ben non, la réponse a été donnée dans le chat, donc c'est parfait. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Plaisir. Au revoir.